Le ciel était gris de nuages. Il y passait des oies sauvages qui criaient la mort au passage, au-dessus des maisons, des quais. Leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Moi qui vous applaudis là, je fais moins de bruit. Bonsoir à tout le monde. Voici venue la dernière rencontre de cette dixième des idées mènent le monde. Et moi qui ai connu les 10 de manière complète, je crois que mon jugement sera juste sur ce sujet. C'était les plus... Je ne sais pas si elles étaient mieux ou moins bien, je ne dirais pas ça. Je dirais les plus émouvantes depuis le début. Il y a eu des moments d'émotion et de vérité qui étaient... qui emportaient pas seulement la tête ou le raisonnement, qui emportait la fierté d'être des humains aussi. Il y avait quelque chose qui se passait entre tout le monde. Et donc, voilà. Le soleil était cette fois à l'extérieur et à l'intérieur. Des bâtiments et des gens qui étaient réunis ici. Alors, merci vraiment à tout le monde, à François Bayrou, le maire, qui a décidé de ces rencontres, à tous les invités qui sont venus lors de ces 10 ans, plusieurs centaines de personnes, et aux dizaines de milliers de gens qui nous ont honorés de leur confiance, et tous les gens qui organisaient ça. Parce que je peux vous dire, il n'y a que des bénévoles, mais quel boulot. C'est pas rien. Il y a eu des larmes. Moi, j'ai vu des gens pleurer, qui ont dit qu'ils avaient pleuré, des gens rire aux larmes, des gens émus de toute façon. Et pour nous, alors, c'est une satisfaction qui n'a pas eu d'égal depuis les 10 ans. Et donc, j'en connais les responsables, c'est vous. Donc, merci. Alors, nous allons accueillir pour... c'est bizarre que ce soit la dernière rencontre qui parle des événements les plus récents, mais la vie est comme ça. Et mieux vaut mettre à la fin les événements les plus récents pour avoir les dernières informations de tous les drames qui se passent dans la région du Proche-Orient, avec une des personnes qui connaît le mieux le problème, et dont je vous dirais sincèrement que moi, j'ai habité le Proche-Orient pendant 10 ans dans ma vie, ou un peu plus. Et quand, évidemment, je suis l'actualité de manière continue, tout le temps, ma femme est libanaise d'origine, donc vous voyez ce que je veux dire, c'est quelque chose qui fait partie de la famille. Et je sais que le Béarn et la famille, ça fait un seul. Donc, c'est un problème aussi personnel. Et le seul que j'écoute, je le dis, je prends mes risques, mais en tant que... Le seul que j'écoute avec vraiment impatience, c'est Frédéric Ancel. Chacun a son avis sur ce point, mais moi qui suis ça depuis très longtemps, j'ai confiance dans ce qu'il dit. Il peut se tromper comme tout le monde. Hein. J'ai confiance dans ce qu'il dit. Je sais que lorsqu'il dit quelque chose, il y a des sources, il y a des renseignements, il y a un travail et un attachement à la région. On va lui demander, mais on n'en a pas parlé. Mais je lui demanderai s'il y a un attachement réel à ces terres-là, de l'autre côté de la Méditerranée. Moi, j'ai senti, quand j'y suis arrivé la première fois, quelque chose, voilà, un attachement spécial à cette région. Alors,
Qu'est-ce que je voulais dire pour finir? Juste un mot. Voilà, je voulais dire que c'était, à mon sens, le plus intelligent et le plus compétent sur ce domaine, et que nous sommes très heureux de l'avoir, et que j'espère que nous sortirons avec les nouvelles les plus vraies, parce que c'est ça qui compte. Ce n'est pas les bonnes nouvelles ou les mauvaises nouvelles, ça n'a pas de sens. Mais les choses les plus fondées, et les plus fondées sur la connaissance, l'étude, les déplacements et la connaissance des personnes sur place et des populations sur place. Voilà, on va appeler Frédéric Ancel. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. J'ai dit ma vérité. Voilà, sur ce que c'est. Je trouve que la présentation était un petit peu sévère. Alors, merci d'être là. Regardez. Vous avez le droit de le garder. C'est un prêt, mais vous pouvez le rendre à la fin. Mais pour le moment, on a besoin de le micro, attention, parce qu'après, moi, je le garde très longtemps. Alors, oui, on va parler des problèmes le plus... enfin, il n'y a que des sujets brûlants en ce moment. Mais parmi les sujets les plus brûlants et les plus grands, parmi les tragédies des temps tout récents, c'est vrai que le Proche-Orient apparaît avec l'Ukraine comme les deux endroits les plus tendus, les plus meurtriers, les plus sanglants de ces 3 ou 4 dernières années. Je voulais vous dire, est-ce que vous avez une connaissance historique et une connaissance des populations et des dirigeants et des peuples? Donc, est-ce que vous sentiez, avant le 7 octobre, que la situation allait basculer de manière proche? Est-ce que vous sentiez monter comme ça, sans que ce soit dit, quelque chose qui se passerait et qui devait faire évoluer le problème? Au moment où Netanyahou était en difficulté, voilà, l'environnement, est-ce que vous disiez c'est une période où il peut se passer des choses ou pas? Oui, en toute humilité, oui, pour 2 raisons. Mais avant de vous répondre, d'abord merci infiniment pour la présentation très, très charitable. Oui, le Proche-Orient aujourd'hui connaît une nouvelle phase, une multiphase en quelque sorte de violence. Alors c'est pas nouveau. En même temps, j'aimerais qu'on n'oublie pas ce qui se passe depuis maintenant 1 an et demi au Soudan. Et je suis allé au Darfour, au Soudan, il y a un peu plus d'1 an et demi, juste avant la guerre civile, et c'était déjà parfaitement effroyable. C'est ce que l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, qui était un francophone absolument parfait, connaissant le poids des mots, qualifiait, je le cite, d'enfer sur terre. Fin de citation. Et je voudrais qu'on n'oublie pas non plus la situation au Congo oriental, où, selon Amnesty International, depuis 1996, on oscille entre, vous apprécierez l'absence de fourchette plus précise, entre 5 et 6 millions de morts. Alors essentiellement des civils, hein. Je ne vous parle que des tués, je ne vous parle pas du sort des femmes. Donc, l'Éthiopie s'est terminée faute de combattants tigréens, mais pendant 2 ans, il y a 2 ans, ça a été extraordinairement violent. Donc oui, tu as tout à fait raison. En ce moment, j'allais dire, entre guillemets, pardon, le mot n'est pas très joli, ex aequo, on va dire ça comme ça, avec l'Ukraine qui est le front russo-ukrainien qui est un conflit d'une autre nature. C'est le Proche-Orient qui tient en quelque sorte les manchettes. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas ailleurs de crise ou de drame au moins aussi important au sens humain du terme, hein, et ta présentation a été tout à l'heure profondément humaine. Et je me targue d'être un géopolitologue, sans doute minoritaire parmi mes confrères, mais je l'assume, à ne pas être cynique, à rejeter systématiquement le cynisme, à admettre le réalisme. On ne fait pas de pensée magique en géopolitique, sinon on n'est pas géopolitologue. On tient compte des réalités. Mais attention, les réalités, elles changent. Et je vais te répondre cette fois-ci très concrètement, c'est promis, et il faut en tenir compte du fait que les réalités changent. Et 2, on peut essayer le plus possible de rester citoyen tout en exerçant ce métier difficile, c'est-à-dire citoyen avec un C majuscule, hein, c'est-à-dire tenter d'accroître ou de renforcer toujours la petite variable de prise de décision éthique, morale ou humaine dans les relations internationales. Je ne demande pas plus, mais au moins ce luxe-là. Et je ferme cette première parenthèse. Donc oui. Oui, pourquoi? Parce que oui, on pouvait l'imaginer. Oh, évidemment, pas très strictement, pas le jour près, pas la nature près du coup porté, en l'occurrence, ce gigantesque pogrom. Mais, je disais depuis de très nombreuses années, vous mettez la poussière géopolitique sous le tapis, de toute façon. D'abord, ça ne signifie pas que le problème sera réglé, et il ressurgira d'une autre manière,
l'avenir est toujours imprévisible, comme dirait l'autre, et souvent de façon plus cruelle et peut-être plus complexe encore que si vous aviez évité de mettre la poussière sous le tapis en faisant en sorte de faire à croire qu'il n'y avait plus de conflit. Et c'est tellement vrai que je disais depuis des années, et je l'ai écrit à maintes reprises, bien évidemment publiquement, que le conflit israélo-palestinien avait été à tort relégué au rang de simple contentieux. On en avait fait, les grandes puissances, hein, pas vous et moi, les puissances, on avait fait finalement, et les puissances arabes, l'impasse. Au fond, c'était devenu, c'était insuffisamment important au sens géostratégique, hein, au sens où mon maître en géopolitique, Yves Lacoste, m'a toujours dit qu'il fallait faire tourner la planète, hein, un peu à la manière du prince, et de regarder où se trouvaient objectivement les points de cristallisation ou les nœuds gordiens les plus compliqués. Au fond, ce n'était pas le plus compliqué, ou en tout cas, ce n'était pas le plus problématique à l'échelle de la planète. Donc, c'était un contentieux local, et un contentieux local, je vais vous dire, par définition, ce n'est pas prioritaire. Et là, si vous voulez, tant qu'on ne sera pas revenu, mais je pense qu'on va en parler, et je me tais sur cette première question, tant qu'on ne sera pas localement revenu à une perspective politique, hein. Moi, je suis assez ancien, ce qui n'est pas le cas, bien sûr. Vous étiez beaucoup trop jeune pour avoir connu les accords d'Oslo de 1993, en tout cas les dames. Mais moi, j'étais déjà mûr, j'étais jeune doctorant, et ça faisait déjà 6 ans que je me rendais sur le terrain, et je comprenais déjà les 2 langues. Donc, vraiment, j'ai fait ma thèse de doctorat sur Jérusalem, je le précise. Donc, 93, les accords d'Oslo, ça a eu existé. Par conséquent, la posture apocalyptique consistant à dire « non, mais de toute façon, hein, c'est la catastrophe définitive et puis plus jamais il y aura… » non, je ne suis pas d'accord, ça a déjà existé. Donc je suis de ceux qui sont relativement optimistes à condition qu'on revienne à qu'on revienne à un schéma où serait accordée une importance, sinon prioritaire par rapport à d'autres conflits, en tout cas considérable, ce conflit israélo-palestinien qui, je le répète, peut parfaitement connaître une résolution juste et durable. Ça veut dire que votre certitude ou quasi-certitude qu'un conflit allait provenir a été revigoré par les accords d'Abraham qui oubliaient les Palestiniens et qui imaginaient qu'on puisse régler tous les problèmes du Proche-Orient sans parler des Palestiniens, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que à la tête du gouvernement israélien, et depuis 96, 99 et 2009 jusqu'à aujourd'hui, on a un Premier ministre qui est passionné d'économie, qui est passionné de technologie, qui est diplômé du MIT, pas un imbécile, hein, mais c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la question palestinienne. Pour lui, il n'y a pas de question palestinienne. Ils seront autonomes, ça suffira largement. Et de toute façon, puisque l'économie sera primordiale, alors pour les Israéliens, et elle l'est devenue d'ailleurs, c'est devenu une vraie puissance économique et technologique tout à fait majeure, hein, top 15 en fait, 16 des principales puissances économiques au monde, notamment grâce à ce high-tech, les Palestiniens en bénéficieront. Et puisque les Palestiniens en bénéficieront, il n'y aura pas de problème. Voilà. Ils arrêteront de penser à ce qui nous gêne, pose problème, c'est-à-dire des frontières, c'est-à-dire du politique. Et si vous voulez, cette erreur, parce que c'est une erreur, me semble-t-il, hein, qu'a faite le Premier ministre israélien, elle a été faite depuis et pendant très longtemps. J'ai beaucoup bossé sur les racines du nationalisme palestinien et sur les racines du nationalisme juif, à savoir le sionisme. Et des deux côtés, là tu me poses la question du côté israélien, mais des deux côtés, on a toujours mésestimé l'autre. Ce que Lacoste appelle les représentations. C'est-à-dire que le corpus de représentation, c'est-à-dire de perceptions identitaires collectives sur des temps longs de l'autre, avec un majuscule, donc de l'adversaire, ou d'ailleurs du partenaire, sur le tapis vert des négociateurs à l'époque d'Oslo, eh bien, on les a toujours mésestimés. En fait, vous faites, quand vous êtes israélien, et c'est notamment vrai de Netanyahou, mais c'était vrai aussi du côté palestinien, vous faites de l'autre un partenaire ou un adversaire à votre image. Mais ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que si vous souhaitez régler d'une façon ou d'une autre le conflit, et surtout si vous tentez quand même de l'apaiser, de trouver une solution, ce qui est quand même plutôt, ce qui est souhaitable, mais vous êtes obligé, sans forcément y souscrire, mais vous êtes obligé de comprendre où veut aller l'autre, qu'est-ce qu'il entretient donc comme perceptions identitaires, etc. Et là où je te dis que oui, bien sûr, Netanyahou, de ce point de vue-là, s'est trompé parce qu'il a considéré que le Hamas était composé de gens, certes un peu soupolés, un peu irritables, islamistes. Alors ça, évidemment, il n'aime pas, personne n'aime ça, non, mais très bien. Mais qu'en s'embourgeoisant, en s'engraissant grâce à l'argent duplice du Qatar,
eh bien ces gens-là allaient oublier le caractère peut-être le plus agressif de leur manœuvre ou de leur idéologie et allaient se contenter d'une autonomie qui prendrait de plus en plus d'importance sur le plan socio-économique. Et qu'ils allaient pouvoir en croquer, ces gens-là, des différents trafics officieux ou officiels. Et donc, ils arrêteraient de faire la guerre. Mais c'est dingue, vous comprenez. C'est extraordinaire cette histoire-là, parce que la mésestimation j'insiste, des représentations des islamistes radicaux, pas seulement chez les Palestiniens, là en l'occurrence il s'agit d'un conflit israélo-palestinien, mais ne pouvait pas correspondre à cela. Et si noir, il était connu des Israéliens, de civils et de militaires, qui d'ailleurs l'avaient soigné, lui avaient sauvé la vie d'ailleurs à l'hôpital, et il disait régulièrement à Netanyahou, attention, le Hamas est en train de s'armer, c'est pas ce que tu crois. Ils vont pas se contenter de promesses d'hôtels et de terrains de golf au bord de la Méditerranée. Golf, hôtel, casino, non, ça ne suffira pas. Et Netanyahou n'y croyait pas. Et pour conclure là-dessus, en face, on a des gens qui n'ont jamais pris le temps, c'est idiot de dire ça, ils n'ont jamais pris en considération les représentations, le corpus de représentation qui est celui on va plus s'appeler du nationalisme ou du sionisme, si vous préférez, et de la société israélienne. Et aujourd'hui, on sait que alors, en tout cas parmi les leaders du Hamas, parce que c'est très compliqué de parler au nom de tous, mais en tout cas, c'est pas un bloc monolithique et la société israélienne l'est encore moins, comme vous le savez. Mais en tout cas, les principaux leaders du Hamas étaient certains qu'après une année de manifestations qu'on a tous vues à la télévision ou qu'on a tous vues in situ, sur place, ce qui est d'ailleurs mon cas très souvent, je me rends un peu partout dans le Proche-Orient très souvent, de manifestations anti-réforme constitutionnelle de Netanyahou, avec des officiers de réserve israéliens qui disaient « Urbi et Torbi », et donc, devant les télévisions, regardées par les Palestiniens. Puisque c'est comme ça, si Israël n'est plus une démocratie complète, eh bien, j'arrêterai moi de servir mon pays pour les hommes du Hamas, qui sont, je le répète, des islamistes, qui ne considèrent pas qu'il existe une nation juive ou un peuple juif. Alors moi, je peux vous dire que ça existe. C'est-à-dire que les Israéliens, eux, c'est comme ça qu'ils se représentent, et puis alors de manière extraordinairement ferme, claire et cohérente. Hein. Donc, on le voit tous les jours. Ils ne considèrent les Israéliens que comme une bande de croisés envoyés par les Européens à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Différence avec Godefroy de Bouillon, c'est que Godefroy de Bouillon, me semble-t-il, n'était pas très juif. Bon, là, ils ont envoyé des juifs. Franchement, ça ne change pas grand-chose, et qu'il ne manque pas grand-chose pour les faire tomber. Et qu'une pichenette, au moment où cette société est en train, comme nous l'annoncions, nous, gens du Hamas depuis très longtemps, en train de se déliter parce qu'elle n'est qu'artificielle, eh bien, on va leur porter un coup extrêmement violent. On va faire de toute façon ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire les massacrer et en assassiner le plus possible. Et là, ça va être la sidération, mais au sens de la chute. C'est exactement le contraire qu'il fallait attendre de la société israélienne. Ils ont pensé mettre la pichenette sanglante, la pichenette finale, m'excuserez le terme un peu enfantin, sur la société israélienne. Ils ont tapé dans un sac de sable. Essayez de taper plusieurs fois dans un sac de sable, vous allez voir ce qui va se passer. C'est celui qui frappe qui finit à l'hôpital. Et cette mésestimation de l'autre, ce qui est terrible, c'est que là, je suis en train de vous parler d'un schéma explicatif géopolitique qui fonctionne pour la plupart des conflits. C'est vraiment, c'est un instrument d'analyse, hein, la façon dont le modus operandi analytique de chaque belligérant, le terme est un peu militariste, mais, ou de chaque camp opposé, dans une négociation diplomatique comme dans une bataille, un conflit armé, dit énormément des stratégies et des objectifs des uns et des autres. Juste une question, alors. Vous venez d'évoquer l'hypothèse que c'est le fait qu'effectivement assez nombreux, les Israéliens qui disaient on ne veut plus mettre l'uniforme de ce pays si c'est pour arriver à un pays qui ne ressemble pas à la démocratie que nous voulons. Ça, je comprends. Est-ce que dans la décision du Hamas de porter ce coup d'une violence énorme, c'était ça la raison, ou bien que les accords d'Abraham vont s'appliquer et qu'il n'y aurait plus un seul allié de ce pauvre peuple palestinien qui réclame une terre depuis... voilà. Alors c'est la deuxième variable explicative. C'est-à-dire que je pense que pour les plus rationnels ou les plus pragmatiques, je n'ai pas dit que c'était modéré, il ne faut pas confondre le pragmatisme et la modération. Hein. Peut-être un fanatique pragmatique au dernier degré, on le voit tous les jours à Téhéran. Hein. Mais pour les plus pragmatiques, parmi les leaders du Hamas, on faisait d'une pierre deux coups. Mais le principal, c'était vraiment
déliter la société israélienne. Et en plus de cela, on allait empêcher l'Arabie saoudite, effectivement, de reconnaître Israël. Et on allait sortir le Maroc, les Émirats arabes unis, Bahreïn, bon, le Soudan, ça n'existe plus, mais les trois autres donc, signataires des accords d'Abraham, surtout le Maroc et les Émirats arabes unis, qui sont des pays comme très, très importants, qu'ils allaient sortir de ces accords. Mais pardon, hein, je m'exprime de manière un peu rapide, plantage total. Parce que les Saoudiens, évidemment, ils n'ont pas reconnu Israël. Sauf qu'en réalité, comme le dit... alors profitez-en parce qu'on vous citera assez peu de poésie en géopolitique, voyez-vous. Donc profitez de ce petit morceau que je vous offre aujourd'hui. Le poète Reverdy disait, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Bon, mais il n'y a pas de puissance, il n'y a que des preuves de puissance. Il n'y a pas de relation entre l'Arabie saoudite et Israël, il n'y a que des preuves de relation. Or, ces preuves ne sont pas que diplomatiques. Vous croyez que les Saoudiens et les Israéliens ne fonctionnent pas au quotidien en matière de renseignement face à l'Iran et face aux Houthis pro-iraniens du Yémen ? Soyons sérieux. Donc l'Arabie saoudite fonctionne déjà avec Israël. Et par ailleurs, le Hamas s'est totalement trompé, donc je vous l'ai dit, sur la société israélienne, mais aussi sur les États arabes sunnites. Regardez à quel point les Émirats, Bahreïn et le Maroc, en 14 mois d'une guerre extrêmement meurtrière et destructrice, non seulement n'ont pas dénoncé ces accords, mais ont renouvelé des achats, des acquisitions, y compris sur le plan militaire à Israël. Vous savez, dans les relations internationales, il y a un principe assez simple qui a été rappelé avant moi par des gens beaucoup plus prestigieux et intelligents que moi, à commencer par Hegel et Nietzsche. L'État n'a que des intérêts. Les États n'ont que des intérêts. J'essaie de lutter contre ça, mais c'est une cause perdue. Nietzsche disait carrément que l'État est le plus froid des monstres froids. Les cadeaux obtenus en échange des accords d'Abraham par les signataires arabes des accords d'Abraham sont des cadeaux tellement juteux qu'au fond, le Proche-Orient, les Palestiniens, ils ont qu'à se débrouiller. Et j'ajoute, cerise sur le gâteau, que l'Égypte, signataire des accords de paix de Camp David en 1978, et la Jordanie, des accords de paix de la Harava en 1994 avec Israël, successivement, n'ont absolument pas non plus remis en cause leurs accords de paix respectifs. Alors, si vous voulez, là on est dans un échec du Hamas absolument complet, en réalité. Est-ce que, avant on va conclure sur ce que vous voyez pour l'avenir, mais en attendant l'avenir, ce qui est plus proche, avant que tout cela s'arrête, est-ce que le degré de haine des deux côtés, pas simplement des dirigeants, pas simplement, mais qui concerne toute la population, en Israël et à Gaza et en Cisjordanie, est-ce que ça peut imaginer une entente possible dans les décennies qui viennent? Est-ce que le souvenir que laissera tout ça sera plus fort que les promesses, que les décisions politiques? Alors, c'est une question centrale et qui, là encore, c'est une question d'humaniste. Quels sont les rapports entre la France et l'Allemagne depuis 1945 ? Bon, vous me voyez venir, quoi. Voilà, je n'ai pas besoin de dérouler. Quels sont les rapports entre le Japon et les États-Unis depuis 1945 ? Bon, vous me voyez venir, je n'ai pas besoin de dérouler. Mais vous noterez que je déroule quand même. J'ai, en 93, non, pardon, début 94, c'était en mai 94, de mes yeux vus, j'ai vu dans la bande de Gaza, au moment où Abu Hamma, alias Yasser Arafat, le chef de l'OLP à l'époque, entrait à Gaza et établir son gouvernement absolument de l'autorité palestinienne. Parce que les Israéliens s'étaient retirés. Alors ils se retireraient, les Israéliens, en septembre 2005. Oui. Mais effectivement, on était en plein dans les accords d'Oslo et Gaza et Jéricho d'abord, puis Gaza, Jéricho et les 7 autres villes palestiniennes de Cisjordanie allaient devenir autonomes. Bien. Et donc l'ambiance était à la perspective, c'était extrêmement ouvert. Et j'ai vu de mes yeux une foule de gamins, d'enfants et d'adolescents palestiniens se ruer vers un poste d'observation militaire israélien composé de gens, de soldats israéliens qui avaient l'air assez dégingandés avec leurs fusils posés à 10 mètres. Bon, se jeter sur eux avec des bonbons et des fleurs, quoi. Et je vous dis ça en 1994, après 6 ans d'une intifada extrêmement dure, extrêmement dure. Donc moi, je vais vous dire quelque chose. L'entente, et je crois que l'essentiel encore dans ta question, c'est la fin. Tu parles d'entente, c'est très intéressant ça. Dans les relations internationales, je pense que le plus fondamental relève de la stabilité plus que de l'entente. L'entente, elle vient en aval, si on le veut. Mais en amont, chacun doit pouvoir disposer de la sacro-sainte souveraineté. Alors, je n'invente pas grand-chose. Chapitre 1, article 1, alinéa 2. Vous savez, quand vous prenez un texte, 1, 1, 2, c'est tout en haut, c'est tout de suite en fait. La souveraineté
c'est un droit inhérent à tous les États représentés à l'ONU. Là, je pense qu'avant, en amont d'une entente, voire éventuellement d'une coopération économique, culturelle, blabla, tout ça c'est formidable, on verra. En amont, une frontière. Je suis passionné par la frontière. En tant qu'humaniste, pas seulement en tant que géopolitologue, c'est une très belle invention. Tu rappelles à juste titre que la haine existe. Je ne sais pas si elle prévaut chez tout le monde, mais en tout cas, elle existe. Surtout en ce moment, bien sûr, bien sûr. Et bien, vous savez quoi? Il y a un super remède à ça. C'est la frontière. Chacun chez soi. Ensuite, la frontière, on n'est pas obligé d'en faire un front. Tout dépend de ce qu'on en fait. C'est pas un terme performativement négatif, c'est comme la puissance à mes Sciences Po. Moi, ça fait 30 ans que j'en sais. Donc, je dis à mes post-pubères, là, mais attendez, que j'ai en face de... Oui, bon, ils sont en master. Donc, les deuxième année, c'est les pré-pubères. Et je leur dis, mais je leur parle de puissance. Des petits yeux humides d'humanité souffrante. Mais vous avez bâti un dossier pour être là. Vous vouliez être puissant. Mais assumez-le. Donc, tout dépend de ce que vous ferez de la puissance. Eh bien, il en est de même pour un couteau qui n'a rien à faire dans le ventre d'un homme. Un couteau, c'est très pratique, en revanche, pour couper la viande. Un avion n'a rien à faire dans une tour civile. C'est très pratique, un avion, pour aller voir sa famille à perpète. Donc, si vous voulez, la puissance, c'est pareil. Et la frontière, et je conclus là-dessus, est un instrument qui, me semble-t-il, alors pas toujours, parce que ça se saurait, il n'y aurait plus de guerre. Et malheureusement, il y en a encore. Mais la frontière, en tout cas, en amont de toute autre considération géopolitique, me semble-t-il, est un instrument pourvoyeur, à minima, d'une forme de stabilité. Chacun vivant sa vie nationale, religieuse, culturelle, juridique évidemment, sociale, économique, linguistique, comme il l'entend. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut aller à la solution des deux États. Au demeurant, j'y crois pas mal. Tout à l'heure, c'est marrant, on en discutait. Je disais que j'étais relativement optimiste, on pourrait y revenir, mais même en ce moment, et je ne dis pas ça pour vous faire plaisir ou parce que je clôture un forum, je suis assez optimiste. Mais en tout cas, je pense que de toute façon, on ne pourra essayer d'espérer en aval une future entente avec une nouvelle génération qui aura pensé ses plaies dans la moins mauvaise mesure possible, qu'après l'expérience des deux États, c'est-à-dire de la souveraineté pas partagée. Une souveraineté, ça ne se partage pas. De la souveraineté pour le peuple juif en Israël, qui se perçoit comme tel, et du peuple palestinien, du côté palestinien, qui se perçoit comme tel. Est-ce que, là, ce qui s'est passé récemment, c'est-à-dire le fait que Netanyahou accepte de signer un cessez-le-feu, est-ce que ça a été une surprise que ça arrive à ce moment-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le début d'un processus, ou bien c'est une chose qui a une raison précise? Alors d'abord, tout cessez-le-feu est le fruit d'un rapport de force. Mais d'ailleurs, toute frontière aussi. Mais une frontière est souvent le fruit d'un rapport de force diplomatique, beaucoup plus souvent que militaire, contrairement à ce qu'on croit. Ici, vous avez à côté la frontière espagnole. Au fond, dès la fin du XVIIe, elle était fixée sur une base très très diplomatique. On ne s'est pas battu sur cette frontière et depuis, elle tient. Donc ça c'est quelque chose d'important, qu'il est important de rappeler. C'est pareil pour un cessez-le-feu. Par définition, le rapport de force aujourd'hui entre Israël d'une part et le Hezbollah d'autre part, il est si écrasant en défaveur du Hezbollah qu'il a été obligé d'accepter le cessez-le-feu. Maintenant, les Israéliens, eux, étaient moins obligés de l'accepter, mais qu'est-ce que ça rapportait de continuer en réalité à frapper, sachant que les cibles restantes étaient devenues vraiment secondaires, et que ça commençait à coûter sans doute politiquement et peut-être militairement plus cher au sens générique du terme, ça coûtait plus de continuer, voilà, les gars, que de ne pas la continuer. Les coûts subis par le Hezbollah sont, à mes yeux, dans une guerre qu'on appelle, vous savez, les guerres asymétriques, les guerres entre les États face à des infra-États. Bon, on a trop tendance, et un peu paresseusement à considérer que les États, finalement, les perdent, parce que souvent, ce sont des démocraties, puis il y a une lassitude de la perte de gens, et donc en face, on les remporte. D'abord, c'est pas toujours vrai. Le Maroc, que j'évoquais tout à l'heure, a remporté la guerre contre le Front Polisario, c'est clair, bon, ça fait très longtemps. Et il y en a eu d'autres. L'armée singalaise a vaincu les Tamouls, les tigres tamouls au Sri Lanka. Bon, ça c'est fait. Donc ça existe. Là, alors Israël a souvent échoué, mais pas là.
Là, le Hezbollah a été écrasé. Et ce qui est terrible, c'est que pour le Hezbollah et pour l'Iran, c'est que chacun était l'assurance-vie de l'autre. C'est-à-dire que le Hezbollah, sa capacité balistique notamment, et peut-être de pénétration en territoire israélien, on ne le saura jamais du coup, façon 7 octobre peut-être, en tout cas balistique, ça c'est sûr, était la garantie de la sauvegarde de l'espace aérien iranien. Or, l'espace aérien iranien, il ne vous aura pas échappé là à 2 reprises en avril et en septembre que c'est une véritable passoire et qu'il ne peut pas, il ne pourrait pas être empêché, et l'Iran ne pourrait pas empêcher une attaque aérienne israélienne ou israélo-américaine beaucoup plus massive, notamment dans les prochaines années sur le nucléaire. On pourrait y revenir. Mais de l'autre côté, mais c'est vrai aussi de l'autre côté, c'est-à-dire que l'Iran n'a pas réussi à défendre le Hezbollah, à tel point qu'aujourd'hui un certain nombre de chiites libanais, alors affiliés ou pas au Hezbollah, considèrent que Téhéran les a un peu poussés à la guerre sans y aller directement. Même le moins qu'on puisse dire. Et j'ai entendu des propos qui étaient même beaucoup moins amènes que ça à l'encontre de Téhéran, qui envoie les autres au casse-pipe. Hein. C'est-à-dire donc les chiites du Hezbollah, les chiites d'Irak, les chiites Houthis qui propulsent des missiles sur les bateaux en mer Rouge, exactement. Voilà. Bon, ce qui d'ailleurs plombe absolument pas du tout l'économie israélienne, ce qui plombe l'économie égyptienne, évidemment, puisqu'il y a moins de bateaux qui passent par là. Et dans une moindre mesure chinoise, c'est un coup aussi pour les Européens et surtout pour les Chinois. Mais pour l'Égypte, c'est une catastrophe. Donc, si vous voulez, ce cessez-le-feu-là, il arrange les deux. De toute façon, un cessez-le-feu qui n'est pas une capitulation, et officiellement ce n'est pas une capitulation, par définition, il arrange les deux pour des raisons souvent diamétralement opposées. Ça, c'est acté. Maintenant, je suis optimiste sur le maintien de ce cessez-le-feu globalement. Hein. On voit bien qu'il est transgressé tactiquement, mais stratégiquement, c'est-à-dire dans les grandes lignes, pour des raisons que je vous ai dites, ça arrange les deux côtés. Donc je pense qu'on va vers une forme d'apaisement sur ce front-là. Je dois vous dire, par honnêteté, que je ne suis pas du tout aussi optimiste sur le sud, sur Gaza. Évidemment, moi je comprends bien qu'aujourd'hui le Hamas, qui a perdu la quasi-totalité de ses capacités offensives, il a encore des capacités défensives. Les soldats israéliens meurent tous les jours, mais il n'y a plus de capacité, ou quasiment plus, offensive, c'est-à-dire reperpétrer un massacre. Sérieuse en tout cas. Oui. Voilà ça, et sur le territoire israélien, c'est-à-dire tuer des soldats, oui c'est encore possible, mais dans les décombres, mais pas du côté, pas en Israël même, ou alors de manière extrêmement secondaire. Je comprends que le Hamas, lui, souhaite évidemment un cessez-le-feu, parce que la situation, elle est catastrophique. Un cessez-le-feu qui serait accepté aujourd'hui par le gouvernement israélien, je dois vous dire qu'au regard de la composition ultranationaliste du gouvernement israélien d'une part, d'autre part de la victoire obtenue au Liban, et surtout de la certitude maintenant pour Netanyahou d'avoir le 20 janvier au soir un allié à la Maison-Blanche, je ne veux pas faire assaut de pessimisme, je serai circonspect. C'est un changement majeur pour cette région, le 20 janvier. On dit qu'il est imprévisible, que tout c'est ça le problème. Déjà, alors il y a deux problèmes. Un, contrairement peut-être à certains d'entre vous, je ne connais pas l'avenir, c'est un vrai problème. J'en veux beaucoup aux historiens, parce que mes potes historiens, ils savent qui a gagné la bataille. Austerlitz, je peux vous le raconter, hein, jusqu'au soleil d'Austerlitz, le soir. Mais là, l'avenir, c'est compliqué. Mais pour te répondre sérieusement, ce qui est bien avec M. Trump, c'est qu'on est sûr de quelque chose. C'est qu'on ne peut être sûr de rien. Vous comprenez ? Donc là, on est sur une imprévisibilité quasi totale. Et c'est hors de la boutade, j'ai bien dit quasi, vous aurez noté quasi totale. Et dans le quasi, il y a deux certitudes, dont une géopolitique moyen-orientale, l'autre c'est le porte-monnaie du contribuable américain. Il ne dépensera pas un sou pour ses alliés à l'extérieur. Mais la certitude proche-orientale ou moyen-orientale, c'est que Trump ne fera rien pour favoriser la République islamique d'Iran. Vous apprécierez mon sens de la litote. Et là, on a affaire à quelqu'un qui certes est pro-israélien, mais comme je l'ai dit dans ma chronique mensuelle dans l'Express là il y a quelques jours. Vous pouvez lui tordre le cou un jour, tordre la main, pardon, le poignet un jour. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire pour des buts supérieurs. Ben c'est ça. C'est-à-dire que avant d'être pro-israélien, M. Trump était pro-saoudien, pro-émirati. Avant la première de ses 3 campagnes électorales, où avait-il investi massivement cet homme d'affaires richissime ? En Israël, 0,0. Rien du tout. Il s'en fichait complètement. Ça ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéresse, ce sont les pétromonarchies du Golfe, d'une part. Et d'autre part, en interne, ce qui l'a toujours intéressé et ce qui lui a permis de remporter, alors au moins l'une des 2 victoires, et ce qui a failli lui permettre de remporter la victoire, donc il y a 5 ans, ce sont les évangéliques. Alors on n'a pas le temps de s'étendre sur les évangéliques. Moi j'ai commencé ma thèse de doctorat en 93
il y avait 40 millions, je ne sais ce chiffre m'avait marqué à l'époque, 40 millions d'évangéliques aux États-Unis, il y en a 98 millions. Donc ce sont des gens qui, pour l'essentiel, pour faire court, parce qu'on n'a pas le temps de s'étendre là-dessus, mais c'est passionnant, ce phénomène politique, pour l'essentiel, sont extrêmement favorables, non seulement à Israël, mais à un schéma très nationaliste religieux, donc tel qu'apparaît le gouvernement israélien d'aujourd'hui. Et donc, Trump, lui, il va tout faire pour soutenir, certes, Israël, mais l'Arabie saoudite et les Émirats aussi, parce que ce sont des États extrêmement riches, solvables, et qui vont continuer, espère-t-il, à acquérir aux États-Unis des armements à très haute valeur ajoutée. Comprenez ? C'est-à-dire que, oui, d'accord, Netanyahou, mais si Netanyahou commence à lui coûter trop cher, ou s'il n'en fait vraiment qu'à sa tête, je pense que Trump sera parfaitement capable, comme d'autres présidents, effectivement, de lui tordre le bras et de lui imposer un certain nombre de choses, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ça s'est passé dans les années récentes, ça s'est passé au moment du Kippour, où ils ont arrêté à kilomètre 101. Le président américain a appelé en disant vous arrêtez là, au kilomètre 101, et ça s'est arrêté. Grand connaisseur du Proche-Orient. Alors simplement, si je peux me permettre, plutôt que le président, parce que Nixon, d'abord, il était bourré du matin au soir, et Nixon était bourré, mais surtout Nixon, il était, ah bah si, mais il était, ça peut jouer, vous savez, sur le Proche-Orient, et il était empêtré dans Watergate. Et donc c'était, non mais tu as tout à fait raison, c'est Washington qui a imposé ça, mais à Washington, c'était Kissinger. Qui nous a quittés il y a un an, bon, à 100 ans, et qui, lui, avait vraiment tapé du poing sur la table, avec évidemment l'accord de Nixon, bien sûr. Ce qui se passe en Syrie en ce moment, on apprend des choses incroyables, c'est qu'ils ont un groupe islamo, on va dire, un ou deux alliés, ont progressé de 180 km en 48 heures, se sont emparés de la deuxième ville de Syrie, Alep, de l'aéroport d'Alep, qui était une base russe il y a encore un an. Qu'est-ce qui se passe ? Et est-ce que pour nous c'est une nouvelle qui est, à défaut d'être rassurante, intéressante ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, que tout ce pays, la présence des Russes, les Russes sont présents militairement à Tartous. Ils ont une base militaire en Syrie. Alors, la Syrie, aujourd'hui, dit plusieurs choses. D'abord, dit que les fronts gelés ne sont pas nécessairement gelés pour l'éternité. C'est-à-dire que le front était gelé. Alors, pour le coup, là, ce n'était pas une frontière. Et il n'y avait d'ailleurs pratiquement pas eu de négociation. On s'était arrêté là où on pouvait s'arrêter. C'est une forme de ligne bleue. C'était un Verdun après la bataille de Verdun. C'est-à-dire qu'on restait chacun derrière ses tranchées. C'était à peu près ça quand même. On a cru que la guerre était terminée, mais ce n'était pas vrai. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça dit de la détermination absolue des gens qui se battent face à Assad. Les soldats d'Assad qui n'ont jamais entretenu beaucoup d'humour non plus à la guerre. Donc Assad, pour moi, est l'un des plus grands criminels qui existent aujourd'hui, encore au pouvoir qui existe aujourd'hui. Mais si vous voulez, c'est la peste et le choléra. Parce qu'en face, on a des gens d'une toute autre nature, plutôt la nature de la violence qu'ils administrent, pour parler de manière extrêmement pondérée, comme les diplomates, elle est différente, mais ils sont extraordinairement violents aussi. Et là, on a, pardonnez-moi l'expression, on a un patchwork de groupes islamistes qui n'entretiennent pas forcément toujours la même tactique ou la même stratégie, mais l'objectif, évidemment, est le même, et qui sont surdéterminés pour des raisons idéologiques liées à leur fanatisme. Ça dit ça aussi. Ça dit la duplicité très grande, très grave du Kremlin. Regardez, Vladimir Poutine, il a abandonné les Arméniens en race campagne lorsqu'ils ont été attaqués par l'Azerbaïdjan en 2020 sur le... Oui, alors qu'ils étaient censés être garants de... Attendez, garant, mais pas seulement rhétoriquement. Oui. Il y avait un accord de défense mutuelle pour 60 ans, signé par qui ? Par Poutine lui-même en tant qu'esqualité de président de la Fédération de Russie. Il a abandonné en race campagne. Le même Poutine est en train d'abandonner, j'allais dire, tous les jours Bachar el-Assad, parce que les chasseurs bombardiers israéliens se baladent dans l'espace aérien syrien. Quotidiennement, à longueur de journée. Non, mais il faut dire de manière... Sans la moindre gêne. Il y a quand même 2 bases russes, dont une aéronavale en Syrie. Et la Syrie était déjà l'allié de feu l'URSS en 1959. Donc moi, si je suis pro-Assad, je vois l'alliance de la Russie aujourd'hui. Alors d'accord, elle m'a servi dans les années 2010, lorsqu'il s'agissait déjà d'écraser les civils sous les bombes. Ça, d'accord, c'est facile. Mais aujourd'hui, je ne vois pas le soutien russe. Donc ça dit aussi de la duplicité de Poutine. D'ailleurs, je vais vous faire marrer, enfin, je sais pas, qui va peut-être aussi, qui va jusqu'à Netanyahou, parce que Poutine entretenait d'excellents rapports avec Netanyahou. Et à partir du moment où il a eu besoin des drones de combat, enfin des drones suicides iraniens
dans sa guerre ratée en Ukraine, alors là, on a basculé et Poutine, aujourd'hui, enfin, au Conseil de sécurité, très régulièrement, il tense son vieil ami Netanyahou. Donc ce garçon-là n'a strictement aucune espèce de colonne vertébrale stratégique et il peut vous en cuire si vous êtes son allié. Et enfin, et son ennemi aussi d'ailleurs. Et enfin, quatrième point, ce que dit la Syrie, c'est que lorsque vous n'êtes pas dans le schéma sociétal et politique de l'État-nation, autrement dit, lorsque dans un espace, même si c'est un espace étatique, mais peu importe, hein, la Syrie est un État reconnu, mais enfin, lorsque, plutôt qu'une conscience nationale à minima, les rapports de force et l'exercice du pouvoir se fait entre communautés, mais communautés au sens terriblement fort du terme, communautés ethniques, religieuses, linguistiques ici ou là, de type confrérie, etc., façon les alaouites au pouvoir, la population qui n'a pas l'heure, qui n'a pas la chance de faire partie du bon groupe au pouvoir, cette population, pourquoi elle serait loyale? Et puis tiens, pourquoi elle ne se révolterait pas? Voilà. Et ça, ce que je viens de vous dire, n'est pas propre bien sûr à la Syrie, c'est propre à d'autres États du Moyen-Orient où la notion d'État-nation, qui moi me paraît extrêmement importante, est très faible, et c'est malheureusement le cas aussi d'une grande partie du continent africain. Quelles conséquences pour l'Europe, les gens, pour la Méditerranée, pour les gens de la Méditerranée? Ce qui se produit en Syrie. Ce qui se produit en Syrie maintenant, c'est. Alors pas grand-chose d'autre. C'est le début peut-être d'un renouveau de Daesh qui est renaissant, ou bien c'est autre chose? Ça, c'est surtout pour les Européens le risque d'une nouvelle crise migratoire. Alors, vous voyez, j'emploie des termes qui ne sont pas neutres. Hein. Je dis risque et crise migratoire, des millions de pauvres gens qui vont vouloir peut-être de nouveau quitter la Syrie. Alors en ce moment, le Liban, c'est pas très safe, hein, comme disent les Jones. Donc bon, c'est un peu compliqué. Irak, c'est strictement impossible. Et puis en général, c'est encore pire. Et la Turquie empêche le passage au nord maintenant. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Chypre n'est pas très loin. Hein. Donc là, il y a, oui, potentiellement, cette nouvelle déstabilisation, ou cette nouvel épisode dans la déstabilisation de la Syrie. Enfin, le terme est chronique maintenant, il devient quintessentiel à ce pays malheureusement pour lui, peut avoir, oui, ce type de... On peut assister à ce type de problématique. Et dernier point, ça dit aussi de l'ouverture de cet épisode général le 7 octobre, c'est-à-dire que les islamistes radicaux, cette alliance islamiste radicale qui part d'Idlib et de la région pour aller attaquer Alep aussi facilement a priori, ça dit ce que je vous rappelais tout à l'heure, c'est-à-dire l'affaiblissement considérable du Hezbollah et de la Russie. La Russie aujourd'hui, d'ailleurs tu le disais tout à l'heure quand on préparait l'entretien, les avions russes en ce moment ils sont en Ukraine. Bah ouais, parce que alors déjà d'habitude ils s'affrontent pas aux avions israéliens, je veux dire que là il n'y en a plus du tout. Et les bateaux, je vous en parle même pas, face à la 6e flotte américaine, il y a pas de Russes et il y a encore moins de Chinois. Et le Hezbollah a pris des coups tellement durs, y compris au niveau de ces simples fantassins, c'est pas seulement Nasrallah, hein, qu'aujourd'hui ça va être plus difficile pour le Hezbollah d'envoyer suffisamment d'hommes en faveur de Bachar al-Assad, hein, tout ça étant l'axe pan-chiite, comme je l'appelle, pour pouvoir résister. Et je pense qu'il est en face une alliance qui n'est pas statutaire, mais qui est une alliance existant sur le terrain, de la majorité des États arabes sunnites, qui craignent bien sûr les États chiites soutenus par l'Iran et l'expansionnisme iranien. Donc on a bien sûr la Jordanie, l'Égypte, mais jusque y compris au Maroc, hein, les Émirats, etc., soutenus par les États-Unis, Israël évidemment, mais également la France et le Royaume-Uni, face à l'axe iranien. Et aujourd'hui, tout ça, ça se joue en Syrie. Et quel est le pouvoir qui va s'imposer en Syrie, à votre avis? Parce que si c'est pour avoir des islamistes ou bien Bachar el-Assad, c'est pas une perspective... aucune des deux ne considère... Et pour les Syriens, les premiers. Parce que pour eux, c'est effectivement la solution sera l'exil pour beaucoup, mais quand même. C'est la peste et le choléra. Tout à l'heure, j'utilisais ce terme un petit peu facile. Vous savez qu'au début de la guerre civile en Syrie, Bachar el-Assad, qui a toujours prétendument défendu, alors bon, bien sûr pas bien sûr la démocratie, mais enfin qui a défendu un système hors religion, islamisme, bien sûr, et religion, il est en principe officiellement plutôt laïque, nous montrant à nous autres occidentaux toutes les horreurs réelles, malheureusement authentiques de Daesh et de tous ces groupes islamistes radicaux. Nous d'ailleurs en France et en Europe, mais surtout en France dans les années 2010, on le subissait bien, l'islamisme radical. Donc ça, de toute façon, on ne pouvait, ou certains ne pouvaient être, oui, que bien sûr, enfin satisfait en tout cas, ne pouvaient que suivre cette propagande de Bachar el-Assad, sauf que dans le même temps, il libérait des prisons parmi les plus dures
parmi les plus charismatiques de leaders ou de combattants islamistes radicaux. Pourquoi ? Pour mieux frapper l'ennemi commun à ces deux extrémismes, c'est-à-dire le pouvoir alaouite, clanique, très violent de Bachar el-Assad, fils de Hafez, qui avait pris le pouvoir en 70, je vous rappelle, tout ça c'est déjà une très vieille histoire, d'un côté, et les islamistes de l'autre. Donc les deux, en fait, avaient comme ennemi principal, c'est un grand classique, je suis certain d'ailleurs, parce que l'affaire qu'il y a des gens cultivés ici, que ça va vous rappeler au moins un cours de terminale. Chacun avait à cœur de détruire tout ce qu'il y avait entre eux, notamment de modérés ou de nationalistes modérés. Je vous rappelle qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait l'armée syrienne libre, etc. Ça ressemble un tout petit peu à du 39-41. Hein. Je ne fais pas de comparaison morale. Ce que je vous dis, c'est que la peste et le choléra, ici en Europe, ça a été le rouge et le brun, s'accordent, en tout cas dans un premier temps, assez généralement, à tenter de dégager tout ce qui peut les menacer les uns et les autres, jusqu'à l'Armageddon. La grande, la der des der, où là, on verra bien qui l'emportera. Et malheureusement, Assad a toujours été là-dessus duplice, et je peux vous garantir que des islamistes radicaux qui se battaient en Irak, en Syrie, ont à plusieurs reprises tenté de prendre langue avec Israël. Je parle bien de l'entité, l'ennemi sioniste, blablabla, fin de citation, d'accord ? Pour mieux lutter contre Bachar el-Assad. Dernier mot là-dessus, hein, pardon, juste, j'ai l'un de mes maîtres, enfin, pas toujours d'accord avec lui, mais vice-versa, mais très bien comme ça, mais de Sciences Po Paris, Bertrand Badi, disait récemment, j'avais invité aux rencontres géopolitiques de Trouville, que j'anime chaque année, et il disait en grand témoin, il disait, mais en Occident, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas suffisamment, c'est qu'au Moyen-Orient, on peut être à la fois avec et contre. Et quand on me dit, ce qui est vrai, que c'est une région compliquée, complexe, oui, bon, le Caucase aussi, l'Afrique des Grands Lacs, je ne vous en parle même pas. Bon, d'accord, ok, c'est complexe. Mais une fois qu'on a compris ça, on entre déjà de manière beaucoup plus souple intellectuellement. Apaisé. Oui, mais quelque part, oui, parce qu'on entre directement dans la nature même du nœud gordien. Quand vous prenez aujourd'hui l'exemple du Soudan, où les Émirats arabes unis et l'Égypte, qui par ailleurs sont très proches et partenaires économiquement et militairement, eh bien, au Soudan, chacun de ces deux pays défend son pion en quelque sorte, hein, ou son homme lige, qui se mène une lutte, mais à mort, quoi. On peut être avec et contre au Moyen-Orient, en même temps. Mais c'est très important ce que vous venez de dire. C'est tous ceux qui sont allés au Proche-Orient ont une vision beaucoup plus apaisée sur ce point. On dit oui, dit non, ils ne vont jamais pouvoir s'entendre. Pas du tout. Pas du tout. C'est tout à fait possible, tout en restant ennemis. Mais en ménageant l'autre. Un mot sur... C'est un homme qui avait déjà rencontré Walid Jumblat. J'écris le livre qui a renouvelé le concept de girouette, qui en a fait une quintessence quasi poétique. J'écris le livre de son père. Oui, c'est vrai. J'avais oublié. Il est fort, ce garçon. Voilà. Alors, j'avais oublié. L'Ukraine, qui est notre problème européen, de tous les Européens, et du monde entier aussi, vu l'importance de l'enjeu qu'une puissance indépendante puisse être attaquée finalement sans qu'on puisse condamner et affaiblir l'envahisseur. Feu, mon gentil papa, qui n'avait pas fait de géopolitique, qui n'avait pas fait beaucoup d'études, me disait toujours, il vaut mieux faire envie que pitié. Il vaut mieux faire envie que pitié. Il faut être puissant, il faut être fort. Souvenez-vous du discours de Joe Biden en décembre 2021, quand les chars russes se massaient indûment à la frontière ukrainienne. L'Ukraine est un État indépendant, enfin reconnu par les Nations Unies, à commencer par la Russie depuis 1991. Bon, il avait tenu un discours qui, depuis, correspond pour beaucoup de gens à un signe de faiblesse. Enfin, on lui fait un procès en naïveté ou en faiblesse au pauvre Joe Biden. Et en fait, c'est un discours extrêmement fort, totalement réaliste. Il disait la chose suivante, il n'y aura pas, quoi qu'il arrive, il n'y aura pas un seul soldat américain pour défendre l'Ukraine. Ah bah oui, évidemment, d'abord parce qu'il venait de sortir piteusement de Kaboul, et Kaboul était la 5e aventure militaire très coûteuse en hommes, c'est le moins qu'on puisse dire, depuis le Vietnam. Donc stop, le seuil de supportabilité était atteint depuis longtemps. Il le savait très bien. À votre avis, la messe était dite ce jour-là ?
Oui, mais bien sûr, parce que la messe était dite. Pourquoi? Parce que Vladimir Poutine, il n'a pas attendu que M. Zelensky appelle du pied pour la énième fois, en vain d'ailleurs, en vain, parce qu'il ne serait pas rentré, il ne rentrera pas dans l'OTAN. L'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN. Et ce n'était pas prévu en 2021-2022. Ce n'était pas du tout à l'ordre du jour, contrairement à ce que j'entends souvent. Donc en réalité, lorsque M. Poutine arrive au pouvoir en 99 et en 2000, qu'est-ce qu'il dit? Mais il le dit publiquement. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Pardon ? Il est arrivé bien avant au pouvoir. Hein. Poutine est arrivé en 99 au pouvoir. Et Poutine... Non, mais avant, c'était lui déjà, depuis 10 ans. Il était derrière, en tout cas, ou aux côtés de... C'était lui. Voilà. Ouais. En tout cas, il avait une influence forte, ça c'est vrai. Il arrive en réglant la situation, là aussi, vous apprécierez ma litote terrible en Tchétchénie. Et il dit... Parmi les phrases qu'il n'a jamais cessé de dire « Urbi et Orbi », je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais on ne les écoute pas assez, ces gens-là, qui sont des idéologues autoritaires. La chute de l'URSS, je le cite, la chute a été la pire catastrophe géopolitique du XXe siècle. Oui. Fin de citation. Oui, mais comment on fait pour résorber le problème? Comment on fait pour résoudre une catastrophe? On fait en sorte de... Et il fait en sorte de... Mais tous les 4-5 ans. Enfin, pardon, la Géorgie n'allait pas rentrer dans l'OTAN. La Géorgie n'était pas une menace... La Géorgie, il fait la guerre à la Géorgie. Lorsque, en Transnistrie, où il y a un petit contingent russe, on tente d'entrer en Moldavie, lorsqu'au Kyrgyzstan, on exerce des pressions, lorsqu'au Kazakhstan, on exerce des pressions extrêmement fortes, lorsque dans le reste du Caucase, on exerce des pressions, lorsque en Biélorussie, on tient de manière, un despote local complètement inféodé, à Moscou avant de pouvoir réannexer la Biélorussie, ça veut dire quelque chose. Donc c'est un projet géopolitique. Et moi je pense qu'on a été beaucoup trop nombreux à ne pas suffisamment entendre, à ne pas suffisamment écouter l'expression des représentations, vous vous souvenez, Lacoste, des représentations de Vladimir Poutine et du nationalisme russe de manière générale. Elles lui appartiennent, mais tu as employé le nom d'Europe. Il nous appartient, à mon avis, là je vous donne vraiment mon avis, pas seulement de géopolitologue, mais de citoyen, il nous appartient à nous autres Européens de monter à notre tour en puissance, de façon à ne pas être inféodé à Washington, et alors surtout pas avec ce qui arrive, parce que là de toute façon on n'est plus du tout apprécié, on coûte trop cher, donc on n'intéresse personne, à partir du 20 janvier. Donc ne pas subir des risques militaires de la part de la Russie, ne pas demain subir des pressions économiques, technologiques, voire militaires de la Chine, etc. Moi je ne veux pas obéir aux injonctions des uns et des autres. Je suis d'abord français et européen. Et je pense que de ce point de vue-là, l'Ukraine, l'affaire ukrainienne, aura posé de manière forte la question de l'Europe puissance, oui ou non. Et je me félicite, sans faire de politique intérieure française, je me félicite, et d'ailleurs ça me permet de saluer François Bayrou, qui fait partie d'une famille politique, alors pour le coup, à qui on ne peut pas reprocher depuis très longtemps d'avoir pointé le doigt sur la nécessité d'une Europe toujours plus forte. Je ferme cette parenthèse qui n'est pas faillotte. Je suis tout à fait sincère dans ce que je suis en train de dire. Et je pense que Paris, ces dernières années, a été au moins là-dessus à la pointe ou à l'avant-garde de ce qui doit se produire ces prochaines années, c'est-à-dire le basculement de ce qu'on a déjà réussi, ou l'augmentation plutôt de ce qu'on a déjà réussi depuis les traités de Rome de 57, c'est-à-dire l'Europe puissante d'être économiquement, technologiquement, normativement, industriellement puissante, très bien, mais de s'agglomérer, d'ajouter à ça l'autre dimension de la puissance depuis les premières cités sumériennes, c'est-à-dire le hard power. C'est-à-dire la puissance principale, le hard power, c'est-à-dire la dimension, c'est-à-dire la dimension politique de la puissance, donc la dimension stratégique et militaire de la puissance. Je pense qu'il faudra bien y aller parce que sinon on disparaîtra du radar des puissances. Oui, c'est mal barré quand même. Hein. C'est mal barré. C'est mal barré à cause de l'Europe orientale qui ne jure que par Washington du fait de la menace russe à leur porte. On les comprend. Oui, voilà, c'est ça. La géographie et l'histoire disent beaucoup de choses. Ils ne jurent que par cette assurance vie américaine et quand même d'un mot, et par l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, je pense qu'elle a peur d'elle-même. L'Allemagne ne veut pas assumer, ne veut plus assumer cette notion de puissance au sens politique et stratégique du terme. Ça la rend tout à fait hystérique. Donc elle s'en remet, y compris maintenant, et peut-être même plus encore, à un parapluie, ou appelez ça comme vous voulez, à la défense de la part des États-Unis, en achetant qu'américains et en torpillant une bonne partie des projets de défense européens. Oui, mais attendez, alors c'est les plus riches. Et en Europe de l'Est, vous avez 6 à 7 pays qui ne veulent pas entendre parler d'une Union européenne puissante. Ça fait quand même beaucoup, hein. Alors, on termine juste. Vous êtes optimiste à moyen terme, pourquoi alors? Parce qu'on ne comprend plus, là.
Oui, alors, j'ai encore 2h30. Alors premier de mes 29 points introductifs. Oui, je suis optimiste pour 2 raisons. D'abord, les régimes politiques, à de rarissimes exceptions près, alors malheureusement, nous on s'est mangé la fin du Troisième Reich, il y a eu le Hutu Power au Rwanda en 1994, et il y a eu un semi-régime qui était Daesh, l'État islamique. Bon, c'est un cas un petit peu particulier. Mais sur les 100 dernières années, on pourrait monter plus haut d'ailleurs, hein, dans le temps, il n'y a que 3 sur plusieurs milliers de régimes politiques qui ont risqué le suicide, qui étaient réellement apocalyptiques. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. C'est-à-dire que le pragmatisme, même chez un certain nombre de fanatiques, je parlais tout à l'heure de l'Iran ou du Hezbollah, malgré tout, il reste le plus souvent une forme de pragmatisme liée à sa propre survie. Non pas qu'on a envie humainement tout d'un coup de devenir philanthrope, hein, ou charitable avec l'ennemi, c'est pas ça, mais on a envie de sauver ce qu'il y a à sauver. Ça, alors vous allez me dire, oh, mais c'est que empirique, c'est l'expérience et ça peut changer. Ben oui, et il y a eu des contre-exemples. Mais il n'y a pas une défection chez Hitler. Ils ont bombardé, ils ont rasé des villes entières. Personne n'a bougé. Alors oui, mais alors justement, ça, on a été dans une espèce de, il y avait une, oui, mais en 44-45, c'est un régime qui a été apocalyptique. Ça, ce que je dis, c'est que il y en a pas beaucoup dans l'histoire. C'est la seule chose, quoi. C'est vrai, ça, oui. Empirique. Bon. Maintenant, plus concrètement, aujourd'hui, je crois sur l'Ukraine un front gelé depuis un peu plus d'1 an et demi. J'ai pas attendu Trump. Pourquoi ? Faute de motivation. Il y a une motivation très faible de part et d'autre. Entendez-moi bien, c'est pas une leçon de mon Dieu, surtout pas de ma part. C'est pas une leçon de courage, non, pas du tout. Mais de part et d'autre, les pouvoirs en place ont beaucoup de mal à motiver, à recruter de nouveaux soldats. Or, il en faut des nouveaux. Et si vous voulez, ça, et les populations semblent extrêmement lasses. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, qui n'a pas toujours été vu dans les guerres. Et par ailleurs, il y a un problème d'approvisionnement et de fabrication d'armement. Je vais peut-être vous surprendre, mais les Russes manquent en réalité d'armement dès le début d'ailleurs, puis c'était pas bon. Et ils en sont réduits à mendier des drones iraniens suicides à $100 000 qui servent une seule fois. Donc c'est ridicule. Et du côté ukrainien, par définition, on attend ce qui est américain. Or, à partir du 20 janvier, c'est fini. C'est fini. Donc je pense qu'on va vers un front gelé. Je ne dis pas que c'est une nouvelle géniale au sens où ce serait un vrai accord de paix, où on s'entendrait, où il y aurait de l'entente et de l'amour et de la fraternité. Ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que des mamans ne reçoivent plus leurs garçons dans des boîtes en bois. Parce que quand on me dit oui, mais la guerre psychologique, industrielle, la guerre de l'IA, la guerre, j'aime pas le galvaudage des termes. La guerre, c'est la maman qui pleure son gamin, qui est tombé au front. Ou les gamins qui pleurent leur papa. Ça, c'est la guerre. Moi, ça, je sais que c'est la guerre. Donc, un front gelé, il y en a une quinzaine sur la planète. Vous faites tourner le globe terrestre, vous en trouverez une quinzaine. En général, sauf un certain nombre d'occurrences, d'escarmouches, notamment au Cachemire, en juin 2020, entre Indiens et Chinois, il y a une 20aine de tués, malheureusement. Mais globalement, ça tient. Ça fait beaucoup moins de victimes qu'une guerre chaude. Bon, ça j'y crois beaucoup. Surtout avec l'arrivée de Trump. Sur le Proche-Orient, alors ce Proche-Orient à court terme, bof. À moyen terme, ce gouvernement israélien ultranationaliste et composé d'au moins 2, peut-être voire 3 ministres fascisants, il est condamné, j'en suis absolument convaincu. De l'autre côté, le Hamas militairement, il est mort. L'autorité palestinienne se prépare à réinvestir la bande de Gaza d'où elle a été chassée par le Hamas. Okay, soutenue cette fois-ci, contrairement aux accords d'Oslo, soutenu par l'Arabie Saoudite et les Émirats, qui sont un peu les deux pourvoyeurs de banquiers de la région. Tout ça ne me semble pas négligeable. C'est-à-dire que ça ne suffit peut-être pas à réunir toutes les conditions qui prévalèrent, qui ont eu lieu, qu'on vit naguère dans la honte, je parle devant un agrégé, la honte, à l'époque des accords d'Oslo, mais en tout cas, je pense qu'à court moyen terme, on peut parfaitement sortir de la mécanique de guerre, ce qui serait déjà beaucoup. Et enfin, Taïwan. Je m'appuie vraiment que sur l'empirique et sur la notion extrêmement pointue et suivie et appréciée des rapports de force par les Chinois depuis au moins Sun Tzu. Vous avez tous lu ou vous avez au moins entendu parler. Eux aussi savent dire oui et penser non, et l'inverse. Mais avec un talent, et en jouant beaucoup des rapports de force, et depuis au moins 27 siècles, avant il y a peu de photos, mais depuis 27 siècles, les scripts nous disent tout de l'histoire politique et militaire chinoise. La Chine ne fait pas.
tendanciellement la guerre. Alors attention, hein, je ne la fais pas au sens militaire du terme. Hein, on pourrait mettre beaucoup de nuances et de bémols à ce que je suis en train de vous dire, mais ça tombe bien, il me reste encore 1h30. Mais pour conclure, même sur Taïwan, au regard des rapports de force que connaît parfaitement, à mon avis, Xi Jinping, au regard du fait qu'en face, précisément, outre la 7e flotte américaine, qui est un fait social extrêmement important tout de même, et les alliés qui sont partout en réalité sur la façade maritime chinoise, et de ce que ça pourrait coûter, y compris en interne, face à sa propre population. Bref, en secouant un peu tout ça ou en assemblant les pièces du puzzle, je reste relativement optimiste quant à la possibilité, je dis bien la possibilité d'un accord à terme sur Taïwan, sans doute de partage de responsabilités, sans en venir à une véritable guerre. Pour éviter le suicide collectif. Merci, Frédéric Ancel. Et merci à toi. Espérons que vous avez raison.